Oui, tout de suite. Voilà. Voilà. Donc, j'étais juste en train d'introduire le webinaire et de vous présenter. J'allais vous présenter. D'accord. Donc, notre intervenante aujourd'hui. Ouais, ok. Moi, je suis ça, les trucs de clair. Alors, est-ce que vous pouvez, ceux qui ne parlent pas, est-ce que vous pouvez désactiver, s'il vous plaît, vos micros? Donc, notre intervenante aujourd'hui est Evelyne Savoie-de-Gaucon-Paoré. Donc, le thème du séminaire, c'est la confiance entre scientifiques et les différentes composantes des sociétés qui se nourrit d'échanges et de partage de lieux. Les scientifiques ont des attentes et des engagements envers les sociétés, et les sociétés ont également des attentes et des engagements envers leurs scientifiques. Et ceci varie au cours du temps. Donc, en Afrique, la tradition scientifique est récente et la culture scientifique est encore peu répandue. Les recherches ont d'abord été menées par des scientifiques des pays colonisateurs, avant que des universités, des institutions nationales de recherche prennent le relais et travaillent en partenariat avec de nombreuses institutions de tout pays. Donc, notre objectif dans cette série de webinaires est d'écouter et d'échanger avec des collègues africains pour qu'ils nous disent ce qu'ils ont observé dans le passé et voient actuellement des relations entre la science et les sociétés dans leur pays, et à leur avis, comment ces relations pourraient évoluer dans l'avenir. Donc, Evelyne Savoie-de-Gaucon-Traoré est burkinabé, elle est sociologue et titulaire d'un PhD en sociologie et politique sociale de l'Université de Nottingham au Royaume-Uni. Elle a rejoint le Centre national de la recherche scientifique et technologique du Burkina en 2015. Elle est responsable de l'unité socio-économie des filières. Ce thème de recherche porte sur les systèmes d'innovations agricoles et les approches de diffusion des innovations dans l'agriculture et l'environnement. Elle a notamment fait des travaux sur les semences et les coténiers modifiés génétiquement. Elle a aussi travaillé sur les innovations, les inégalités sociales, les politiques publiques, les systèmes alimentaires territorialisés, le leadership, le genre, ainsi que la gestion sociale des ressources. Donc, son expérience est très vague et c'est une sociologue, donc c'est vraiment intéressant d'avoir son point de vue. Evelyne est lauréate du prix Femmes africaines pour la recherche et le développement. Et donc, elle va surtout nous parler de la façon dont les citoyens et les politiques voient les chercheurs en Afrique, et comment cela influence les relations entre la science et la société. Donc, je vais juste, avant de lui donner la parole, vous donner quelques consignes pour le bon déroulement de ces webinaires. D'abord, c'est d'inscrire dans la conversation votre nom, votre prénom et votre adresse électronique, parce que comme ça nous permettra de vous informer des prochains webinaires. Deuxièmement, c'est bien d'éteindre votre micro et votre caméra pendant la présentation. Ça va être triste pour Evelyne, mais ça lui permettra peut-être d'éviter des coupures du réseau Internet. Et quand nous passerons aux questions, de lever la main électronique et je vous passerai la parole. Vous pourrez aussi écrire vos questions dans la conversation et je les poserai. Donc vraiment, merci beaucoup Evelyne d'avoir accepté de participer à cette série de webinaires avec les difficultés techniques qu'il peut y avoir. Et je vous passe la parole. Au revoir, merci. À tout à l'heure. À vous. OK, merci beaucoup à Marie pour la présentation. Et c'est un honneur pour moi et un grand plaisir d'être au milieu de vous pour échanger sur la thématique. Avant de commencer, je vais juste demander qu'on m'autorise à partager mon écran. Et donc, pour aujourd'hui, je vais échanger par rapport à mon expérience, mais aussi et surtout par rapport à ce que j'ai vécu comme chercheur et dans le domaine de l'agriculture. Et donc, rapidement, je vous partage mon écran. J'espère que vous le voyez. Pas encore, bon? Mais voilà, ça approche. Oui, là, on le voit en petit. Il faudrait juste l'agrandir. Oui. Alors là, on voit, c'est trop bas. C'est pas encore bien. Désolée. Non, mais ça va venir. Juste 2 minutes. Voilà, là, ça s'améliore. Non, je vois le... Voilà, je crois que c'est bon. Il y a encore la partie sur le côté, donc il faudrait... Voilà, là, c'est parfait. Oui, d'accord.
Donc, merci beaucoup pour cet honneur que j'ai aujourd'hui pour vous présenter un peu les... Il y a quelqu'un qui parle, je ne sais pas si c'est à moi. Voilà. Pour échanger avec vous sur la confiance entre les scientifiques et les sociétés en Afrique, évolution et perspective. Avant juste de commencer, je voulais juste un peu, c'est déjà une anecdote, c'est un peu d'essayer de positionner la question de confiance et de recherche scientifique dans un contexte un peu plus global, dans le contexte africain. Parce qu'on sait que pendant longtemps en Afrique, en fait, on était dans une dynamique où l'Afrique devrait utiliser des technologies déjà faites pour pouvoir booster son développement au lieu de s'y pencher sur la recherche. Et donc, en fait, l'objectif qui est venu après, c'est vraiment d'encourager la recherche scientifique, mais plus liée aux besoins immédiats des pays africains, tels que la nourriture, l'eau, la santé, et un peu contribuer à la réduction de la pauvreté. Et donc, c'est autour des années 1970 que je peux dire que le mouvement un peu global sur la démocratisation a influencé la stratégie des politiques de développement et donc a un peu façonné, je vais dire, les outils de diffusion des innovations ici de la recherche en mettant l'accent sur la participation et ce dont l'innovation devrait en bénéficier. Donc, cette dimension un peu globale dont je donne ici, ça va un peu façonner la manière dont le scientifique sera vu dans un contexte pareil qui a, de toutes les façons, qui a évolué, mais qui a connu ce passé-là. Et donc, cette dimension, c'est de comprendre comment on peut. Et cette dimension a façonné et en fait continue de façonner encore de nos jours le regard de notre société vis-à-vis du monde scientifique qui, jusqu'à présent, cette confiance entre les deux dimensions n'est pas encore vraiment stabilisée. Et donc, en termes d'introduction, c'est ces questions que j'aimerais un peu poser. C'est en fait, est-ce qu'il ne faut pas parler plus de confiance réciproque? Parce que quand on dit de confiance vis-à-vis du scientifique, on ne voit pas la confiance que le scientifique a aussi vis-à-vis de cette société. Donc, je me suis posé cette question, la réciprocité de cette confiance dans le domaine des sciences et comment la confiance, la méfiance, la défiance, parce que c'est des mots qui riment, mais qui en réalité constituent les échanges ou les visions de tous les jours entre le scientifique et la communauté dans laquelle ce dernier vit. Et ensuite, c'est comment cette complexité de regard vis-à-vis des scientifiques donne en fait forme, en fait donne un corps au rôle en fait que doit jouer ce scientifique-là dans les sociétés africaines, mais surtout avec le cas plus zoomé du Burkina Faso. Et enfin, c'est quels sont les défis que font face les scientifiques africains et quelles perspectives il faudra envisager. Et j'ai essayé d'abord de positionner cet échange sur un contexte global en termes d'approche de développement. Quand on regarde comment nos sociétés ont évolué, et donc en termes de plan, j'ai 4 points particulièrement, c'est positionner en parallèle le regard vis-à-vis du scientifique par rapport aux approches du développement, et ensuite le scientifique dans la société africaine. Il y a la logique en fait du contexte social et l'identité de l'individu en soi. Parce que je ne peux pas forger une confiance pour moi en tant que scientifique si moi-même je n'impose pas confiance. Donc, en parallèle, il faut ce reflet-là de ces deux dynamiques. Et enfin, c'est en fait le scientifique africain dans son milieu académique. De ces derniers temps, on parle de pluridisciplinarité. Et donc, il y a ce milieu dans lequel le scientifique ou le chercheur ou l'ancien chercheur vit au quotidien. Et ensuite, il y a le milieu dans lequel il passe une autre partie de son temps. Et ensuite, il y a son intrinsèque. Et donc, c'est ces 3 dimensions placées dans un contexte un peu approche de développement que je voudrais développer et échanger ce soir avec vous. Et enfin, c'est les défis et les perspectives et la conclusion. Et donc, pour commencer, il faut dire que les approches du développement et la place du scientifique dans les sociétés africaines a connu une évolution. Et à chaque étape, on va voir que la vision
où le regard ou la confiance qu'on a vis-à-vis du scientifique dépend en fait de cette approche-là. Parce qu'on regarde un peu reculé de l'approche top-down, en fait, à l'approche top-down, bottom-up, et enfin, au niveau de l'approche participative ou de l'approche systémique, on a les trois dimensions un peu qui caractérisent ou qui donnent une vision, une forme à la manière dont cette confiance s'est construite au fil du temps. Et rapidement, je m'avais un peu résumé par rapport à la première approche que j'ai un peu caricaturée ici. Il faut dire qu'en ce moment, les résultats de la recherche, le chercheur était dans un monde, je ne dirais pas imaginer, mais il était dans un monde où il avait des résultats de recherche qu'il devrait mettre à disposition de ceux qui doivent l'utiliser. Parce qu'une confiance, c'est quoi? C'est celui qui consomme ou qui utilise ce que je produis. J'ai besoin de faire confiance en cette personne pour apprécier mon produit, de la même manière que la personne a besoin de me faire confiance pour accepter de consommer ce produit. Et donc, dans l'approche top-down, le chercheur était dans un monde et l'utilisateur des résultats de la recherche, surtout dans le domaine agricole, c'est vraiment très criard, était dans un autre monde et avec un intermédiaire au milieu qui est un peu un agent de vulgarisation. Alors, dès que le chercheur a ses résultats, ça passe par ce dernier et qui va vers celui qui a besoin de ces résultats-là. Et donc, vous pouvez déjà voir que c'est difficile, en quelque sorte, de faire confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'on est dans un monde où l'autre est un peu à l'écart, et donc l'autre est de l'autre côté de la chaîne et doit être consommateur. Et quand on questionne, on met en jeu la question de confiance, on voit qu'il y a un écart qui se pose. Et donc, on a vu qu'avec cette approche-là, on dit le chercheur, il était perçu comme un être à part, il n'avait pas besoin d'être en contact avec ce monde réel. Mais l'argument ici est que les résultats de recherche en fait, ne souffrait pas de questionnement vis-à-vis du chercheur. Parce que pour lui, la découverte scientifique, je peux dire, en fait, a une efficacité en soi. Et donc, il ne peut pas se questionner que ça pourrait avoir des questionnements ou de l'autre maillon de la chaîne, il pourrait avoir un apport. Et du coup, la question de la confiance dans ce contexte a souffert beaucoup, je ne dirais pas un peu. Et si échec il y avait en son temps suite à une innovation, à une découverte, surtout dans le domaine agricole, on dédiait automatiquement ce problème à l'utilisateur. Probablement, il n'a pas bien assimilé et du coup, c'est pourquoi ça n'a pas bien donné. Et donc, après quelques années, avec cette approche qui a été remise en cause, parce qu'on se rend compte qu'en réalité, il y a un problème. Il y a un problème de regard, probablement de confiance et je veux dire quoi, et de questionnement. Parce que le chercheur se pose la question, pourquoi ça n'aboutit pas? Et probablement, l'utilisateur va se poser la question, pourquoi je n'arrive pas à mieux les utiliser? Et donc, le scientifique devrait donc se redéfinir et reconnaître la nécessité de recevoir des feedbacks vis-à-vis de ses utilisateurs. Et à ce moment, on va quitter de cette approche un peu top-down pour aller vers une autre approche qui est, on prend en compte le feedback du consommateur, de celui qui utilise les résultats de nos recherches, de la société, si je peux élargir en ces mots. Et donc, à un certain moment, cette confiance va connaître un changement. Et ce qui était essentiel, c'est qu'il institutionnalisait en fait le dialogue entre le scientifique et la société qui utilisait ces résultats de recherche. Et ça consistait à quoi? Cela consistait à ce que ceux qui utilisent les résultats de recherche donnent leur point de vue par rapport à ce qu'ils reçoivent. Et donc, mais il faut dire que cependant, l'intermédiaire reste toujours à sa position. Ça veut dire quoi? Je suis à une position A, au milieu, il y a quelqu'un et à la finalité, il y a une autre personne. J'accepte le feedback, mais je ne suis pas en contact direct avec celui qui utilise les résultats de mes recherches. Et donc, ça passe toujours par l'intermédiaire. Et ce qui arrive, c'est quoi? C'est qu'en réalité, le message reçu du consommateur pour faire remonter au scientifique peut subir en fait des changements. Ça peut ne pas être transmis de la manière dont il aurait dû être transmis pour que le chercheur puisse inclure ça dans sa dynamique ou dans ses questions de recherche
pour mieux résoudre le problème. Et donc, le fait que l'information devrait transiter entre les deux producteurs de connaissances et l'utilisateur a joué en défaveur de cette approche encore. Et aussi, il faut dire que la question de la confiance reste toujours en souffrance parce qu'on n'arrive pas à avoir l'information exacte parce qu'il y a un intermédiaire qui sépare les deux mondes. Et donc, cela va les échecs de ces deux approches précédentes, surtout dans le domaine de l'agriculture, va donc nous faire appel à une approche plus systémique et on parlera plus ici de rapprochement, disons, de mutuel entre celui qui produit la connaissance, celui qui l'utilise et l'intermédiaire. On est dans une dimension de triangulation où le monde, on se voit, c'est clair, l'information, le feedback dont j'ai besoin peut venir directement à mon niveau, comme ça peut aller vers l'intermédiaire et c'est comme si on est autour d'une même table. Donc, l'option fut donc de faire en sorte que ces trois acteurs puissent interagir pour mieux répondre aux besoins du développement. Ça, c'est un aspect très capital et il faut dire que, attention, il faut dire qu'ici, c'était de se questionner pour voir est-ce que ce rapprochement va en réalité rétablir ou stabiliser la confiance. Parce qu'on a vu que de l'approche top-down à l'approche top-down, bottom-up, à l'approche interactive, est-ce qu'avec l'approche interactive, on va pouvoir stabiliser la confiance de la société consommateur vis-à-vis du chercheur producteur de connaissances et la confiance aussi du chercheur producteur de connaissances vis-à-vis de cette société qui, de manière concrète, pourra inclure les feedbacks de ces derniers pour mieux réellement apporter le développement. Et donc, voici les questions qui restent. Et la dernière question que je me pose ici, c'est est-ce que ce rapprochement ne va pas nécessiter ou en fait ne va pas créer d'autres interrogations? Parce qu'on peut se dire que... Pardon, merci à tous les participants de fermer vos micros. D'accord, merci. Parce que des fois, le fait aussi d'être trop rapproché, ça c'est la question que je me suis posée, d'être toujours rapproché, ça peut nous amener à avoir une certaine familiarité au point de perdre aussi cette confiance. Parce que plus on se connaît, plus on connaît les limites de l'autre, plus on sait que l'autre est exactement peut-être comme moi, peut-être a des connaissances. Parce que je prends le cas du producteur, il maîtrise probablement son activité, ayant été producteur peut-être toute sa vie, après 50 ans, et peut-être le jeune chercheur qui arrive avec des connaissances scientifiques dans le domaine. Et donc, la familiarité pourrait aussi poser une question, je ne dirais pas excès de confiance, mais probablement une familiarité qui va jouer sur la confiance. Parce qu'on se dit peut-être que, est-ce qu'il aura quelque chose à m'apporter de nouveau? Et voici une autre question qui se pose dans le processus de résoudre le problème, ça soulève d'autres questions. Et donc, cela m'amène en fait à pouvoir poser la question en termes de, est-ce que la confiance, on peut le voir comme un enjeu permanent? Et en fait, en parlant d'enjeu, c'est de voir en fonction du scientifique. Et à ce niveau, je dirais qu'en réalité, les scientifiques continuent de se voir, de se rapprocher et de ne pas, on continue à reprocher les scientifiques de ne pas en fait apporter des solutions cohérentes et convaincantes aux problèmes du moment. Et ça, on entend toujours de temps à autre lors des rencontres. Et voilà, on est là, voici les questions qui sont là, mais vous n'arrivez pas à les résoudre. Pourquoi on est toujours dans les questionnements du sous-développement? Et donc, les travaux scientifiques sont considérés des fois comme trop éloignés des préoccupations des praticiens, incapables peut-être de fournir des résultats précis, à brève échéance, quand on a besoin de quelque chose demain, est-ce qu'il faut le fournir demain, etc. Et en fait, les scientifiques des différentes disciplines, je veux dire sociologie, psychologie, histoire, philosophie, mathématiques, et j'en passe, sont des fois accusés de ne pas faire d'efforts suffisants pour diffuser leurs résultats. C'est pour dire qu'on en a assez dans des bibliothèques, mais ça ne sort pas. Et donc, tant que ça ne sort pas, on ne peut pas réellement savoir de quoi vous êtes capable pour résoudre nos problèmes et rétablir la confiance entre nous. Et cela m'amène en fait à
à rentrer plus dans ce contexte, c'est-à-dire le scientifique dans la société africaine. En fait, quelle est la logique sociale qui s'articule autour de l'identité de l'individu? Et quand je dis identité, c'est-à-dire la manière, quand je me lève le matin, je me regarde sur le miroir, je suis fière de moi. Quand je sors, même si le regard des autres n'est pas fier, le fait que je sente cette fierté en moi, probablement, ça va imposer à un certain moment une certaine considération et une certaine confiance de l'autre vis-à-vis de moi. Et je parle de la société vis-à-vis du scientifique. Et c'est ces deux paramètres, en fait, que je voulais un peu discuter ici. Et je le place également dans ce processus d'approche de développement qui est une suite par rapport à ce que je disais. Et donc, dans le contexte burkinabé, on aime nous répéter ça. Les chercheurs, on peut dire les scientifiques qui cherchent, on en trouve toujours, mais les scientifiques ou les chercheurs qui trouvent, on continue de chercher. Et donc, c'est pour dire que jusqu'à présent, si on dit satisfaction, les gens sont toujours en questionnement. C'est vrai que cette phrase a été dite dans un contexte déjà passé et qu'il y a eu une évolution de nos jours, mais on ne peut pas dire que la question telle que l'affirmation telle que dite devrait disparaître parce que cette affirmation est toujours à jour dans nos échanges. Et donc, notre argumentaire va donc ici se construire autour de ces faits sociaux et on se demande si c'est ce manque de confiance, en fait, qui fait que, en réalité, le scientifique a pendant longtemps été dévalorisé à travers, en fait, à ce moment, une certaine prise en charge financière dérisoire. Parce que si tu n'arrives pas à résoudre un problème qui t'est posé, il est difficile de réclamer à un certain moment une meilleure, enfin, je veux dire, des conditions de vie qui sont un peu meilleures. Mais au niveau africain, ces dernières années, la situation s'est beaucoup améliorée comparée à plusieurs années passées. Et donc, c'est le regard du politique, le regard du social qui va donner maintenant corps à l'effort fourni qui doit être récompensé en retour. Et donc, le regard du scientifique dans son milieu académique vient en surplus et son regard avec soi-même. Et ici, ce que j'ai voulu faire ressortir, c'est quoi? Ça veut dire, au-delà de ce contexte social où le politicien attend des résultats rapides, probants pour résoudre son problème, où le citoyen lambda a besoin de résultats pour résoudre un problème, il y a l'environnement dans lequel le chercheur vit. Et cet environnement est très capital parce qu'en réalité, et ça c'est en fait c'est une étude que je suis en train de poursuivre et que je fais ces 2 dernières années. En fait, c'est un peu pour comprendre les défis dont font face en fait les scientifiques, hommes comme femmes. Et ici, ce que j'ai voulu le montrer, c'est que quand on regarde cette étude, on se rend compte que en termes de fierté, les chercheurs ou les scientifiques, parce que je me dis cette fierté devrait permettre à stabiliser la confiance de cette société-là. Et à ce niveau, on peut dire que les scientifiques pensent qu'ils contribuent à faire avancer la science, et cela à travers les résultats de leurs recherches. Et pour certains scientifiques burkinabés, parce qu'on a pu interroger une soixantaine d'entre eux, avec qui on a fait des entretiens, la fierté est liée en réalité en partie à l'usage de la société des résultats de leurs recherches. C'est pour dire que quand, par exemple, un chercheur à l'INRA est sur le terrain et il voit que la variété qu'il a découverte est utilisée, appréciée par les producteurs, c'est une fierté en soi qui l'amène à se donner confiance en soi-même et à se dire que je peux continuer dans cette lancée-là. Et aussi, vis-à-vis de celui qui consomme, à se dire que je peux compter, parce que le fait de pouvoir compter sur quelqu'un peut réellement jouer sur la stabilisation de la confiance. Et donc, ça, c'est un aspect. Et aussi, l'autre aspect de fierté, c'est de faire qu'ils puissent contribuer à la formation de la génération future. Et donc, en général, ils sont fiers de dire que j'ai formé
2 TESA, 3 TESA, j'ai au moins une vingtaine de masters à mon actif. Ce sont des éléments de fierté qui les permettent de stabiliser ou du moins de conforter leur confiance qu'ils peuvent résoudre les problèmes, ils peuvent faire progresser la science dans le contexte africain et dans le contexte, par exemple, du Burkina Faso. Et je prête les mots d'un d'entre eux qui dit « Je suis fier d'être chercheur. » Et tu sais, quand je vois le paysan content, ça me donne une certaine satisfaction. Et puis, j'attends impatiemment de passer le dernier grade. Je sais que je n'irai pas à la retraite sans être professeur ou directeur de recherche. En fait, c'est pour dire que ça, c'est le 3e pan de fierté qui font que, en tant que scientifique, dans le contexte de façon globale africain et plus burkinabé, les gens arrivent à persévérer et dans cette persévérance, à se construire une confiance de se dire que je pourrais accompagner cette société-là. Et c'est ces éléments-là qui vont en retour se répercuter au niveau social, de telle sorte que dès qu'ils voient que leurs préoccupations peuvent être résolues, et donc le contact devenu facile, et du coup, ça pourra permettre de stabiliser et encore de donner plus de crédit aux activités ou aux résultats de recherche générés par les scientifiques dans le contexte africain. Et dans le milieu académique, et je dirais que, en fait, la question qui se pose beaucoup ici, c'est la question de la pluridisciplinarité, qui est beaucoup prônée. Et il faut dire que ça reste encore un défi. Parce que la confiance que je place que je positionne d'abord en soi, dans son milieu de vie, où les gens comme toi persévèrent pour répondre aux besoins, dans l'autre milieu où les gens ne sont pas comme toi, mais utilisent les aides de tes recherches, dans l'autre milieu avec le politique où ils doivent faciliter en fait ton travail de production de connaissances. Et la question ici, dans le milieu académique, ça montre qu'il y a toujours un défi de reconnaissance automatique de la complémentarité entre nous, de la nécessité d'avoir l'autre à côté quand je mène un pan de mes recherches. Et le défi est surtout un peu de connaissance, mais surtout peut-être financier, parce que on peut savoir que l'autre est important dans une certaine mesure pour que je puisse mieux m'imposer avec le résultat de mes recherches, mais les moyens pour y mettre, c'est un défi qui, des fois, font qu'on fait face à cette pluridisciplinarité qui devrait conforter un peu la question de la confiance en soi dans le milieu académique et scientifique. Et je reviens encore un peu ici sur la confiance avec soi-même pour reprendre encore un témoignage et en fait par rapport à ça, c'est pour un peu faire ressortir le fait que on a beau utiliser les 3 paramètres, former des étudiants, générer des résultats, monter en grade, mais il reste que si ça ne s'est pas accompagné sur la manière, sur ce que tu es dans la société, il y aura toujours un écart. Et comme il le dit, c'est très gênant. Quand au milieu des gens, en général en famille, on fait recours à vous en tant que docteur de la famille, et vous, avec votre tête pleine, vous aviez des poches vides, cela met mal à l'aise. Et il a ri, il dit, je sais que tu comprends. En fait, c'est pour dire que c'est vrai que le scientifique africain ou burkinabé se construit en réalité une certaine confiance en soi qui génère des résultats, mais tant que ça ne s'est pas accompagné par ce pan-là de la société, et je donne un exemple, en tant que chercheur, quand tu dis que tu travailles dur, d'abord dans ta famille, on attend quand même à ce que tu aies monté les escaliers pour arriver à un certain niveau. Si au finish, le fait que tu arrives en haut de l'échelle, tu ne peux pas résoudre des problèmes un peu sociaux de base, c'est un problème. Ça joue sur la confiance que les gens vont te donner en tant que producteur de solutions, de recherche pour résoudre leurs problèmes. Parce que pour résoudre d'abord, il faut quand même que tu puisses résoudre les petits problèmes. Et tant que tu ne peux pas faire ça, comment tu peux résoudre les problèmes des autres si tu n'arrives pas à honorer un certain nombre d'éléments? Donc, c'est ce contexte social qui va donner donc forme à une certaine défiance
dans certaines mesures, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, dans le domaine de la science, je dirais que la confiance doit se construire systématiquement et de façon continue. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, la confiance est là, elle est établie, on passe à autre chose. C'est carrément impossible parce que les questions de développement sont permanentes et avec le changement climatique, avec tout ce qu'on connaît tous les jours comme mouvement, etc., on se rend compte que cette confiance doit, de jour en jour, se construire systématiquement et de façon continue entre le producteur de ses connaissances, l'utilisateur, celui qui crée l'environnement, le facilitateur, dans sa dimension holistique pour permettre aux scientifiques de pouvoir jouer son rôle pleinement et de pouvoir en fait construire cette confiance solide qui va perdurer au temps ou aussi permettre de déconstruire cette défiance ou cette méfiance existante. Il y a les deux dimensions. Si on arrive à déconstruire la défiance ou la méfiance, on pourra mieux construire de l'autre côté la confiance et mieux réellement utiliser les résultats de recherche. Et c'est par rapport à ça que je viens à ce slide de récréation. C'est pour dire que dans le travail de tous les jours, on peut arriver à un certain niveau. Ça peut être un niveau très petit, niveau village, niveau individu, mais c'est de façon imagée, c'est lorsque le chercheur arrive à s'insérer dans un maillon. C'est moi qui suis dans les trois photos. Ici, je suis avec un vieillard. Ce jour, on a beaucoup échangé et après, on était devenus très proches qu'il me disait ce jour-là que mais pourquoi tu ne viens pas rester dans le village? Et donc, il se rend compte que comprendre ce qu'ils vivent, c'est une proximité pour qu'il y ait une confiance en soi. Et en plus de cela, comprendre, parce que la dimension, c'est quoi? En tant que sociologue, je cherche à comprendre sans pour autant donner la solution sur le champ. Et donc, pouvoir se faire comprendre, parce que les niveaux, les scientifiques sont à différents niveaux. Le sociologue est différent, par exemple, du virologue ou de l'entomologiste. Et chacun à son niveau doit construire ça. L'entomologiste va sur le terrain avec des produits, échanger pour voir comment on peut résoudre les problèmes. Mais quand je vais sur le terrain, je n'ai pas une technologie sur la table pour montrer aux paysans. Mais c'est dans l'approche pour comprendre sa vie de tous les jours, dans le but de voir dans quelle manière on pourra travailler dans la dynamique du changement. Et cette confiance peut créer le chemin pour une meilleure prise en compte des innovations produites par les autres scientifiques dans ce milieu. Et enfin, je dirais qu'en tant que chercheur, il faut dire que j'aurais tendance à dire que nous ne pouvons pas jouer notre partition dans la stabilisation de la confiance sans un accompagnement de la société en tant que, dans sa globalité, le politique, les médias. Et je vais zoomer encore un peu plus sur les médias. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans le contexte africain. On a des télévisions dédiées en fait à faire voir, connaître les résultats de recherche dans le but à ce que les gens puissent savoir qu'il y a des choses qui se font dans le pays. Il y a des gens qui arrivent à résoudre des problèmes. Mais il faut dire que ces efforts sont faits en termes de visibilité des activités de recherche. Cependant, il reste une partie qui, de mon point de vue, semble très pertinente. C'est aussi de faire positivement la publicité des chercheurs en plus des résultats de leurs recherches. Je dis par exemple, quand on prend le domaine du sport, l'engouement médiatique est tout autre. Et c'est très impressionnant au point que les tout petits, les enfants dès le bas âge, ils aimeraient être comme telle personne. J'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Mais au niveau de... Et c'est des éléments qui stabilisent la confiance. La confiance vis-à-vis de l'individu, mais aussi la confiance vis-à-vis... Et ce pan-là, cet aspect-là, de mon point de vue, manque énormément. On voit les résultats, mais les individus derrière, en termes des êtres humains qui vivent dans la société et qui s'épanouissent aussi,
parce que des fois, c'est l'épanouissement, les gens regardent, peuvent être un élément capital pour réellement donner une base solide à la construction et à la stabilisation de la confiance entre les chercheurs et les scientifiques et ceux qui utilisent le résultat de ces scientifiques-là. En conclusion, je dirais que quand on regarde le paysage africain, on a les sociétés africaines. Je dirais la confiance par rapport aux scientifiques est ponctuelle. En fait, aujourd'hui, vous pouvez être dans une situation où les gens ont très confiance en vous, ils sont contents, ils vous applaudissent. Demain, avec une autre découverte, la confiance peut disparaître. Donc, on est dans une disposition de confiance ponctuelle vis-à-vis des scientifiques. Encore, je dirais, les sociétés africaines aussi, la défiance est des fois, je dirais, arbitraire. Des fois, on n'a pas ce qui est en bas pour vraiment dire qu'on est défiant, on est méfiant. La défiance, des fois, c'est par rapport à ce qu'on a entendu. Je prends le cas des OGM, je prends le cas de tout ce qu'on voit ces temps-ci, se faire vacciner, ne pas se faire vacciner par rapport. Donc, il y a des fois ces éléments qui arrivent, qui créent de façon arbitraire, on choisit d'être défiant ou pas. Et donc, le politique, en tant que facilitateur, pourra réellement contribuer à valoriser non seulement les résultats de recherche, mais aussi le scientifique lui-même, afin de lui donner une crédibilité, je dirais, permanente. Et sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention et je reste ouverte pour les échanges. Et encore merci à Marie et à l'équipe de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Evelyne, pour cette présentation extrêmement intéressante et vivante, et puis dans laquelle on voit bien voilà, comment vous-même vous intervenez auprès des agriculteurs et effectivement le rôle à la fois des connaissances, mais de la personnalité, je dirais, effectivement la nécessité de valoriser mieux cette personnalité. Je vais maintenant vous passer la parole parce que je suis sûre qu'il y a des tas de questions. Et donc, est-ce que peut-être on va retirer, le partage, voilà, ne plus afficher votre PowerPoint pour qu'on se voit davantage. Est-ce que ceux qui ont des questions peuvent lever la main avec la main électronique? Alors, j'en vois déjà une, non électronique, mais j'ai vu sa main. Donc, je vais passer la parole à Armand, Rio de l'Argentais, pour qu'il pose la première question. Oui, merci Marie et merci Evelyne pour cette très intéressante exposé qui dit en somme des choses qui m'ont été familières puisque j'ai travaillé il y a longtemps, puisque je suis à la retraite maintenant, mais je pense que les choses n'évoluent pas malheureusement très vite, en Afrique, surtout centrale, dans des projets de vulgarisation agricole. Voilà, donc où j'étais très, comment dire, au premier rang des questions que vous évoquez, c'est-à-dire du contact, du dialogue entre la science et les praticiens. Les praticiens qui étaient d'ailleurs souvent des femmes, pauvres bien sûr, et même analphabètes. Et donc, les observations que je faisais étaient d'autant plus intéressantes que j'avais affaire à ce public. Je ne sais pas si j'ai une question, j'aimerais faire une observation. La première, c'est que la recherche agronomique, son travail, ce n'est pas de fournir des solutions toutes faites, selon mon expérience, mais c'est d'arriver à travailler avec les agriculteurs, ou plutôt les agricultrices. Armand, il faut peut-être couper l'image parce que le son n'est pas bon. Là, on n'entend plus rien. Alors, là, on n'entend plus rien du tout.
toutes sortes de situations qui se présentent, toutes sortes de facteurs qui interviennent. Et donc, il est impossible. J'ai été coupé. Est-ce que vous m'entendez? Là, ça va mieux. Il faudrait peut-être couper l'image, D'accord. couper la visio, parce que peut-être que le son passera mieux. Merci. Désolée. Donc, je disais que, voilà, en agronomie, il y a de multiples facteurs, de multiples situations, etc. Et donc, il n'y a pas de solution toute faite. Il faut travailler avec les praticiens. C'est le propre, je pense, de l'agronomie. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Avoir votre réaction là-dessus. Je pense que c'est à peu près ce que vous avez laissé entendre. Mais la deuxième chose que je remarquais et que vous avez aussi évoqué, c'est, comment dire, c'est l'institutionnalisation de cette relation essentielle entre la recherche et les agriculteurs ou les agricultrices. Car j'ai toujours observé, et je ne sais pas si ça a évolué, que les chercheurs, ben, ils sont évalués essentiellement sur des papiers qu'ils écrivent. Mais il est beaucoup plus difficile de donner des points à des chercheurs qui travaillent qui travaillent sur le terrain et dont les résultats sont moins évidents que voilà, la rédaction d'un papier. Et donc, je voulais savoir si là-dessus, vous aviez des idées qui pourraient faire évoluer les choses. Voilà, merci. La première question, je ne l'ai pas bien saisie. J'ai bien saisi la deuxième. Sur la première question, je dirais que ce n'était pas vraiment une question, c'était plutôt un commentaire. Et je voulais surtout savoir si ça correspondait à votre observation des faits, vous, en tant que sociologue. C'est-à-dire que dans la recherche agronomique, il faut avoir une relation comment dire, organique entre la recherche et les agriculteurs, parce que la recherche se passe dans les parcelles, dans les exploitations. Et voilà, et c'est les agriculteurs qui décident. Et donc, voilà, je voulais savoir si ça correspondait à ce que vous aviez à dire ou s'il y avait des nuances à apporter à ce que je dis. Oui, je réponds directement à Marie. Oui. Oui, pour la première question, je dirais que en réalité, on est dans une dynamique où on parle de co-construction. C'est pour dire, le chercheur amène sur la table, le producteur amène sur la table, et donc l'agronome plutôt amène sur la table, et donc on part vers l'expérimentation en co-construction en prenant en compte la vision ou comment le producteur perçoit ou comprend ce qui doit être mis en place. Je crois que c'est dans cette dynamique qu'on est présentement parce que c'est vrai qu'on a des visites commentées, etc. Mais en général, c'est planifié déjà au bureau, très bien fait. Et donc, on va vers le producteur pour qu'il constate et qu'il prenne acte des différentes dimensions d'expérimentation qui seront mises au point, quitte à ce qu'il puisse décider après à adopter ou à ne pas adopter. En fait, on l'amène sur le fait pour dire, voilà, je fais ce chat, je mets A, B, C, ici, je mets… En fait, on est un peu toujours dans cette dynamique-là. Mais on doit plus bouger vers une co-construction parce que chez le producteur, ce n'est pas une table rase, c'est quelqu'un peut-être qui emmagasine 50 années d'expérience et donc, du coup, a quelque chose et a beaucoup à dire par rapport à ce qui peut être mis au point en termes d'expérimentation pour le permettre je dirais, de rétablir ou de faire confiance aux innovations qui sont mises en place ou qui sont en train de se développer pour résoudre le problème des défis de l'agriculture. Voilà ce que je peux dire mais c'est toujours un défi parce que jusqu'à présent, la co-construction n'est pas vraiment effective. Maintenant, par rapport à la deuxième, ça c'est très intéressant parce que c'est une question que moi-même je me pose comme question tous les jours parce qu'en réalité, la construction de notre carrière dépend de tout ce qui est publié, tout ce qui est vu, mais des fois, ce qui est publié, en fait,
c'est intrinsèquement lié à l'individu qui va peut-être améliorer ses conditions de vie parce qu'il va monter de grade. L'autre part, c'est quoi? C'est est-ce que ce qui est publié même d'abord, c'était des questions qui préoccupaient notre contexte. Et la recherche africaine, bon, comme peut-être la recherche de façon générale, fait face à un grand défi, le financement. Actuellement, je peux dire la plupart des activités de recherche que je mène, que mes collègues mènent, mais c'est là où on a eu de l'argent. Et donc, du coup, c'est pas que ça ne répond pas à des questions de développement du moment du pays, mais c'est pas des trucs qui sont définis directement par rapport à la question du pays pour le monter. Et donc, si vu de cette manière, ça aurait été plus intéressant qu'on puisse évaluer l'individu. Oui, les publications scientifiques, c'est très intéressant parce qu'on se fait connaître hors du pays, mais la reconnaissance au niveau pays vis-à-vis de ceux-mêmes qui doivent utiliser les résultats de nos connaissances-là, ça devrait faire partie du processus. Ça aurait dû être comme ça, on pourrait réellement connaître les capacités de tout un chacun dans sa fonction de scientifique. Générer des résultats, résoudre des problèmes du moment, et puis, en plus de ça, faire connaître ces résultats au monde entier. Que voici des problèmes qui ont été résolus au Burkina, par exemple. Et donc, moi, je suis d'avis avec vous que, bon, c'est une évaluation qui est établie, institutionnalisée. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il faut revoir ça? Est-ce que, dans d'autres contextes qui n'est pas africain, est-ce que l'évaluation se fait différemment, qui pourrait peut-être être quelque chose qui peut être comparable? Ce sont des questions comme ça que je me pose aussi, comme vous l'avez souligné. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Merci. Marie, si tu permets que je prenne encore la main. Attends, on va voir, je vais juste voir s'il y a d'autres questions et puis après, je te repasse la main, si Dieu permet. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'abord? Écoute, je n'en vois pas pour le moment. Moi, j'en aurais une, mais je te la relaisse la main et puis je repose ma question. Oui, juste pour ajouter aux réponses d'Evelyne, et merci beaucoup. Juste pour répondre qu'en France, il y a le cas, je trouve intéressant, d'un département de l'Institut national de recherche agronomique et environnementale qui s'appelle le Système agraire et développement, je crois, qui était précisément une tentative qui date de 1980, donc ce n'est pas jeune, ça a 40 ans, d'avoir une approche voilà, plus terrain en recherche. Et il est intéressant de voir les difficultés qu'éprouve ce département des systèmes agraires et développement. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Okay. Je voulais juste réagir par rapport à ça et par rapport à un commentaire qui est en ligne et en disant que le chercheur doit connaître son écosystème et créer un cadre de concertation, plateforme d'échange, etc. Je crois que ça recoupe un peu avec la question, avec ce que Arma vient de donner comme commentaire. Moi, je dirais oui et un peu non, parce que la question des plateformes était venue pour résoudre un problème. Mais la survie des plateformes est un problème. Parce qu'une chose, c'est de créer ce cadre-là de concertation et une autre, c'est de pouvoir la maintenir en vie. Et le niveau de vie de ces plateformes, c'est le niveau de vie des projets. Donc, en général, après les projets, il ne reste pas grand-chose en termes de capitalisation, en termes de suite. Parce que si chacun tire profit, si chacun fait confiance en l'autre dans la dynamique de plateforme, de mon point de vue, normalement, la survie devrait continuer automatiquement. C'est la même chose que nos relations au niveau de la société. J'ai des gens avec qui j'ai des facilités d'échange et on se voit de temps en temps, on s'appelle de temps en temps, on a des régularités de visite. Il y a des rapports comme ça qui restent toute la vie. Il y a certains qui viennent de façon éphémère et qui passent. Mais je dirais que la question des plateformes, je ne sais pas comment il faut repenser ça, mais comment il faut revoir ça. Et c'est les questions qu'on se pose actuellement dans la plupart des projets en cours. C'est comment il faut repenser les plateformes pour plus de durabilité. Je ne dirais pas que ça va résoudre le problème, mais quand même que son espérance de vie soit un peu plus durable que ce qu'on connaît présentement.
Et peut-être se baser sur les réseaux existants. Bon, ça c'est un point de vue peut-être personnel, parce qu'en général, les plateformes, on crée l'environnement, mais peut-être se baser sur un environnement qu'on va diagnostiquer existant, et on essaie de voir comment on bouge avec cet environnement-là. Parce que dans la création, c'est des questions un peu sociales, parce que même si on me met en relation avec Marie aujourd'hui, automatiquement, mais moi, j'étais peut-être en relation avec Camilla depuis mon enfance. Bon, probablement, on peut me donner les avantages d'être avec elle, mais moi-même, intrinsèquement, je vois plus de facilité à être avec Camilla qu'avec Marie. Et je caricature un peu la situation des plateformes comme ça. Parce que dès que, à mon niveau, il n'y a pas ce changement-là, bon, je serai avec Marie parce que les gens me regardent. Mais le jour où il n'y a pas un regard, bon, moi, je reste avec Camille parce que je savais pourquoi j'étais avec elle. Mais si on sait que je suis avec Camille et qu'on voit que nos relations souffrent un peu parce que je n'ai pas de moyens de déplacement pour aller la rendre visite et qu'on peut m'aider à avoir ce moyen de déplacement pour qu'on puisse se rendre visite fréquemment, je me dis quand même, ça ne fera que renforcer nos relations et donner plus de forme ou de poids à ces relations-là. C'est un peu mon point de vue et je crois que c'est de se baser sur ça pour construire réellement les plateformes d'innovation dont on en parle tous les jours parce que ça demande beaucoup d'argent, mais la survie, je ne sais pas combien on en a fait au Burkina, je ne sais pas si on doit faire le point de ceux qui ont survécu une année après le projet, 2 ans après le projet, 3 années après le projet. Je crois que c'est une question qu'il faut explorer. Peut-être tirer des leçons pour voir comment il faut s'y prendre. Merci. Merci. Il y a une question là dans le chat que je vais vous poser de Claire Orpel qui dit « Comment pensez-vous que l'on puisse concilier les rythmes différents de la recherche avec les besoins des agriculteurs et des innovateurs en agriculture et avec la question de la recherche de financement en parallèle ?» Ouais. Pas facile. Si on prend le contexte africain, plus, je dirais plus de façon spécifique le contexte du Burkina, je dirais la conciliation de ces dimensions-là, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Je me demande, est-ce que c'est conciliable? Parce qu'en réalité, on travaille sur ce qui est disponible. En fait, dans notre contexte, tu travailles réellement en tant que chercheur sur là où c'est disponible et faisable. Au point qu'à un certain moment, tu ne peux pas être rigide sur des questions de recherche. Tu ne peux pas dire, je ne regarde que cet objet de recherche pendant ma carrière. Ça sera un peu, je ne dirais pas, programmer ton espérance de vie en tant que chercheur, ton espérance de vie de chercheur, pas de vie humaine, mais en fait, parce que le financement par rapport à ça, actuellement, on parle d'agroécologie. Bon, il y a combien d'années passées, ce n'était pas la question qui était à la mode. Donc, c'est des émergences et l'Afrique est dans un contexte un peu plus global. Dans le global, ça vient dans le spécifique et ça prend tout le monde en compte. Et donc, c'est dans ce mouvement-là, en fait, on suit les vagues. Si je peux être plus simple. Nous sommes plus des chercheurs un peu qui suivent les vagues. Donc, quand ça plonge, bon, tu plonges, bon, quand ça te rejette, ça te projette encore. Maintenant, pour qu'il y ait un peu d'harmonie pour ça, il va falloir probablement qu'on puisse avoir des... C'est vrai qu'au Burkina, on a le fonds RIR qui essaie vraiment de mettre des fonds, même si ce n'est pas consistant, pour accompagner afin de pouvoir réellement permettre à un temps soit peu à résoudre les problèmes de financement pour pouvoir un peu faciliter ce qu'elle a avancé comme argument. Sinon, c'est un défi très grand. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce que j'ai bien compris la question? Alors, je pose la question de Nawalatia Soulé-Adam, et puis ensuite je passe à Paco, alors, et puis à Claire Orpel, qui redit que c'est bien. Au terme de la présentation, je me demande si l'approche systémique dans l'innovation est une réalité dans le contexte du Burkina, en particulier, et celui des pays africains plus largement. L'approche serait-elle toujours un transfert de connaissances avec une participation marginale des producteurs? Je dirais l'approche systémique, c'est une réalité confirmée. C'est une réalité confirmée
En réalité, actuellement, si on dit l'approche systémique, le fait que le chercheur est en interaction directe avec le producteur dans le processus de sa recherche, c'est une réalité. Si on dit aussi que le chercheur interagit avec je dirais quoi, avec les intermédiaires comme les agents techniques, l'agriculture qui accompagne le processus, c'est une réalité. Actuellement, le processus systémique est en marche. Maintenant, la question qu'on se pose à l'intérieur et qui revient encore ici, la question de confiance, c'est à plusieurs dimensions, comme je l'ai dit, et je reprends encore la ponctualité de cette confiance-là. Parce que quand on résout un problème T, la confiance est établie. Mais quand il y a un problème D, sans résultat, le doute revient. Et donc, quand le producteur fait face à des insectes qu'il est en train de lutter contre pendant très longtemps et qu'il n'arrive pas à trouver la solution, en fait, il se demande à ce moment, pendant que le chercheur aussi peut-être a trouvé des solutions qu'il faut mettre à l'échelle. Il y a des insecticides bio, par exemple. Mais qui, par exemple, va le produire en quantité pour résoudre le problème de manque sur le terrain? Donc, la dynamique, ça va au-delà du chercheur. Parce que le chercheur, dans l'approche systémique, est juste un maillon. Il y a les autres maillons qui doivent s'insérer dans cette systémicité pour que ça puisse réellement mieux fonctionner. Donc, je ne dirais pas que c'est une réalité. Maintenant, il y a des insuffisances, comme je le souligne tantôt, c'est-à-dire quand la question de la mise à l'échelle se pose, comment il faut résoudre ça pour faciliter le mouvement continu et un mouvement plus systématique, et disons, qui va peut-être générer des résultats plus probants que ce qu'on voit. Merci. Paco, c'est Rémé. Oui, bonjour à tous. Je m'excuse de prendre le webinaire en marche parce que bon, j'ai des petits soucis, mais ça va. En fait, je me permets d'intervenir suite à ce que j'ai entendu par rapport au système d'innovation, l'utilisation des plateformes. Est-ce que vraiment c'est la voie indiquée? Moi, je dirais oui, mais à une condition. Vous voyez, ce que j'observe dans l'environnement de la recherche et du développement d'une manière générale aujourd'hui, c'est-à-dire les chercheurs ont tendance à se mettre comme des sauveurs. On vient sauver une situation. Et je crois que c'est cette démarche-là qui est complètement fausse. Elle est fausse. On se prend comme des sauveurs. Bon, venez, on peut faire ça avec vous, on peut faire ça. Non, moi, j'aurais aimé que des paysans approchent les chercheurs, posent leurs problèmes et ensemble, ils peuvent explorer les voies et moyens pour lever ces contraintes. Mais non, la plupart du temps, toutes ces plateformes qui sont, comme Evelyne l'a dit, toutes ces plateformes, c'est des projets qui soutiennent ces plateformes-là. Et ça ne pourra jamais être des initiatives, en tout cas successful, comme le disent les anglophones. Je peux prendre l'exemple de la région de Ziro vers les hauts là. L'INERA a commencé une expérience dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, si vous allez là-bas, ça marche très bien. C'est une plateforme autour de la production du maïs et c'est un exemple de success story qui a même été documenté par un bouquin publié par le CORAF. Donc, je pense que c'est l'approche qu'il faut complètement changer et ne pas nous présenter en sauveur. Et qu'est-ce qui se passe aussi aujourd'hui? Lorsqu'on vient avec un projet, les gens ont tout de suite cette mentalité de dire « Ah, c'est un projet, donc on va s'enrichir à travers le projet ». Il y a quelques années, j'étais à Dakar, on avait supporté des plateformes et je ne dirais pas le nom du pays, le projet prenait fin et ils sont venus faire le bilan. Ils disent maintenant, bon, quelle est la suite en termes de financement? On leur a dit, non, mais ça veut dire que vous avez échoué dans votre plateforme. Parce que cette plateforme, c'était que vous preniez en charge avec tous les acteurs qui étaient impliqués dedans.
Donc, moi, je pense qu'il y a une remise en cause au niveau de notre démarche chercheur. Et j'interpelle Evelyne, elle est sociologue. C'est vous qui devez faire un travail vraiment approfondi de ce côté-là pour voir comment on peut résoudre ce problème. Voilà, c'est l'intervention que je voulais faire. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Paco. Evelyne, un commentaire ou est-ce que d'autres? Merci beaucoup, professeur. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et c'est pour ça que j'ai dit la question de la co-construction dont on est en train de prôner est toujours, en fait, est en train d'apprendre à marcher parce que jusqu'à présent, tout se planifie et on part pour... Il y a sa présence, on ne peut pas dire que on n'implique pas, le chercheur n'est pas là, mais tout se planifie réellement avant son implication. Ce n'est pas vraiment dès le tout début, on fait une co-construction ensemble pour réellement apprendre, parce qu'en même temps que le producteur utilise, il apprend, mais en même temps, le chercheur apprend. En fait, c'est des fois cette dimension-là qu'on oublie. On oublie qu'on apprend beaucoup aussi. On peut même voir qu'il y a une innovation existante, quitte à ce que la recherche aide à stabiliser à un niveau recherche. Mais il y a des initiatives qui existent qui peuvent remonter aussi au niveau de la recherche. Je crois que c'est ce flux-là qui, des fois, le flux retour n'est pas très bien pris en compte jusqu'à présent. Mais bon, on ne pourrait pas dire qu'on n'est pas dans la dynamique systémique. C'est des insuffisances, en fait, de cette approche-là. Merci. Alors, il y a une question de Pierre-Sylvie sur le chat. Avez-vous travaillé en comparant des filières au Burkina, coton, maraîchage bio autour de Ouaga, par exemple? La demande des filières joue en plus de celle des consommateurs. Les semences de coton sont imposées, par exemple. Quand on entre au niveau... Pierre connaît les travaux. Quand on rentre au niveau du coton, c'est une grande question parce que la filière coton est tellement, je veux dire, plus ou moins institutionnalisée, stabilisée. Quand tu rentres dans la filière coton, tu es rentré dans une dynamique où tu suis la marche. C'est un peu comme ça. Soit tu es producteur de coton et tu rentres dans le format, soit tu ne l'es pas et tu es hors du format. C'est vraiment une filière qu'on ne peut pas comparer au reste des filières. Et donc, si on parle des autres, faire une comparaison entre les filières, je dirais le défi, bon, je ne dis pas le défi, mais la question qu'on s'est posée ces 3 ou dernières années, et moi, pendant que chercheur, c'est qu'on se dit, dans la question encore de la confiance, est-ce que probablement les produits générés, que ce soit au niveau de la maraîchiculture, que ce soit au niveau des céréales ou des légumineuses, est-ce que des fois ces produits ne répondent peut-être pas aux besoins du producteur et qu'il faille documenter le besoin du producteur pour reverser ça au niveau de la sélection pour un peu recouper. Maintenant, le travail qui est en train de se faire, c'est quoi? C'est de pouvoir, quand on parle de pouvoir définir les profils des produits avec la chaîne de valeur, pouvoir reverser des caractéristiques qui peuvent être utilisables en sélection pour voir est-ce que peut-être c'est des variétés qui existent mais qui n'étaient pas mises à l'échelle, ça n'existe pas, qui doit rentrer en termes de questions de recherche pour venir résoudre le problème. Mais les filières fonctionnent, les filières ne sont pas au même niveau. Mil sorgho, c'est un peu des binômes. Bon, on prend les céréales légumineuses. Comme je le dis, c'est les projets qui font les filières. Vous voyez que maintenant, le maïs est à un certain niveau parce que le maïs a bénéficié des financements. Un certain niveau qui a boosté la production. Et actuellement, même les habitudes alimentaires en termes de taux, on voit rarement le taux du petit mil dans les villages. Le taux du sorgho rouge, presque pas, parce qu'actuellement, quand on fait ça pour les enfants, ils ont peut-être peur que c'est du taux mélangé avec autre chose, parce qu'ils sont habitués un peu au taux du maïs. Et donc, c'est un peu caricaturé. Le mouvement social a un impact en retour et les questions de financement aussi donnent plus forme ou corps aux filières. Les filières, par exemple, les filières qui sont sous les tables. On parle des filières négligées. Pas parce qu'ils ne jouent pas leur rôle, mais c'est parce qu'il n'y a pas de financement derrière pour accompagner l'initiative de la recherche.
Voilà. Par exemple, la maraîchiculture est en train de faire beaucoup ses pas à l'INERA. Mais bon, il y a des années passées où c'était plus sur les céréales et les légumineuses que sur la maraîchiculture, par exemple. Donc, les variétés de tomates venaient de l'extérieur. Mais bon, maintenant, c'est des filières qui sont en train de se développer parce que c'est des questions de recherche. Il y a des financements qui viennent pour un peu accompagner tout le processus. Merci. Alors, encore une question de Jacques Lançon qui dit « La recherche participative peut-elle être créatrice ou destructrice de confiance au sein d'un petit groupe de participants? Mais comment changer d'échelle? Vu le faible nombre de chercheurs, comment pourrait-elle contribuer à établir un lien de confiance avec la société dans son ensemble? » Oui, je crois que c'est la question aussi que je me suis posée quand j'ai fait le parallèle entre les approches et l'évolution de la confiance chercheurs, utilisateurs de la recherche. Et on est dans l'approche un peu interactive, participative. On se pose la question, est-ce que plus de familiarité aussi ne joue pas sur la consistance de la confiance? Mais je dirais que jusqu'à présent, je ne crois pas que l'approche participative ait un impact sur la stabilisation de la confiance entre les deux maillons, ceux qui produisent la connaissance et ceux qui l'utilisent, par exemple. Je dirais plutôt c'est l'approche. En fait, des fois, on dit, et Professeur le disait tout tantôt, les mots et la pratique est différent. On peut dire qu'on est dans l'approche participative, mais en réalité, nous-mêmes, on fonctionne comme dans l'approche top-down. En fait, nos mots ne sont pas en cohérence avec nos comportements. Et donc, dans des situations où il y a ce cas, par exemple, où ce cas est très fréquent, que les mots, en fait, on dit oui, mais en réalité, notre comportement là, c'est vraiment un comportement de oui, je suis le chercheur et il reste toujours le producteur. Et un exemple palpable, on était sur le terrain pour des visites commentées, mais pendant qu'on faisait les visites commentées, il y a un producteur qui a quitté le lot du groupe, il est allé sous un autre arbre et puis il observait de loin. Bon, curieusement, je suis allée causer avec lui, il dit que non, en fait, vous faites semblant de dire que vous voulez qu'on fasse un choix, mais vous êtes en train de nous dire de laisser notre variété locale, parce que, en fait, on a mis la variété améliorée dans plusieurs situations, avec engrais, sans engrais, avec compost, sans compost, dans toutes les possibilités pour qu'ils voient comment ça se comporte. Mais pour la variété locale, on l'a mis dans un coin, encadré, on ne l'a pas mis dans les mêmes conditions que l'autre. Mais j'étais tellement fière de lui parce que, voilà, s'il avait été peut-être associé, on avait demandé son point de vue de comment ça pouvait être mis en place, peut-être il aurait souhaité, c'est comme si c'est de façon en dessous, on veut nous dire d'abandonner ça. Pourtant, la dynamique n'est pas d'abandonner. La dynamique, tout le monde le connaît, c'est la sécurité alimentaire. C'est qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui est sain. Je crois que c'est tout ça la dynamique. Si la variété, l'autre se comporte très bien, la recherche verra comment ça aussi, ça peut être mis dans la dynamique de recherche pour être accompagné. Mais il a dit ça, mais en fait, des fois, c'est difficile parce que quand quelqu'un découvre quelque chose et qu'on voit que sur le terrain, il y a une résistance, ça frustre aussi. Ça frustre beaucoup. Et des fois, j'ai ce défi. On va sur le terrain ensemble et un producteur dit que lui, il ne mange pas, par exemple, le taux du mil parce qu'il fait la diarrhée. Et mais le collègue était triste parce qu'il dit qu'il n'a jamais vu ça nulle part dans aucun document que le mil donne la diarrhée. Mais voici une expérience d'un producteur et voici celui qui produit la connaissance qui sait que ce n'est pas ça. Scientifiquement, là, ça ne peut pas être prouvé. Curieusement, j'ai tellement voulu savoir ce qui se passe. À la fin, je me rends compte que c'est avec le changement climatique. Le mil n'est pas mûr. Tant que ce n'est pas bien mûr sur sa plante, il y a toujours beaucoup de sucre, d'amidon ou c'est quoi. Et donc, quand tu fais le taux de ça, mais tu as la dysenterie, par exemple. Mais tant qu'il ne comprend pas ça, il a une vision réfractaire vis-à-vis de cette connaissance que tu as générée. Et toi, tu as une frustration parce qu'il est en train de critiquer ou de dire du mal de ce que tu as trouvé et que tu es fier. En fait, c'est ça le problème. Il y a une fierté de trouver. Et cette fierté de trouver, quand ça se bute à un mur,
ça joue sur la fierté. Et c'est la même chose que nous tous. Je suis fière de qui je suis, mais quand quelqu'un veut jouer, veut faire de telle sorte que ça attaque à ma fierté, je ne suis pas content. Et c'est le côté humain qui jaillit ici. Moi, j'ai cherché à comprendre et je suis revenue avec je dis en réalité, la dysenterie n'est pas intrinsèque à la variété. Mais il faut que tu saches ça dans le contexte pour qu'il y ait un feedback, pour qu'on lève un peu l'équivoque que ça donne la diarrhée ou bien ça donne la dysenterie. Et donc, c'est des défis de tous les jours qui jouent un peu sur notre dynamique de participation systémique, plateforme et de confiance quand on veut résumer quoi. Parce que tout le monde perd confiance. Le producteur perd la confiance vis-à-vis du chercheur parce que sa variété donne la diarrhée. Le truc perd confiance, il ne veut même plus aller dans la zone. Il dit qu'il va changer de zone parce que là où on est allé, c'est pas là où on aurait dû aller. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Il faut qu'on se comprenne, on co-construit, on se comprenne parce que des fois, j'ai dit, tout le monde est scientifique à un certain niveau. Scientifique par expérience de plusieurs années, scientifique par connaissance parce que j'ai appris scientifiquement la chose. Et donc, quand on met les deux sur la même table, je crois qu'on peut trouver des solutions plus solides. Et si chacun laisse un peu son moi pour essayer de prendre en compte l'autre en tant qu'une fierté entière, en fait, c'est une reconnaissance. C'est pourquoi je dis que la confiance, ça doit être réciproque. Ce n'est pas seulement vis-à-vis du scientifique, mais le contraire est obligatoire. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Merci. Alors, moi, j'ai une question parce que je suis frappée sur l'accent que vous mettez sur les pratiques de recherche et leur influence sur la confiance. Et est-ce que vous pensez que le contexte plus général, le contexte politique, économique, social plus général, à la fois du Burkina, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest, voilà, a également une influence sur la confiance entre la recherche, entre les chercheurs et les sociétés? Et est-ce que vous avez vu au fil du temps, vous avez des exemples comme quoi le contexte politique, par exemple, a changé la confiance, qu'il y a eu des moments où c'était meilleur et des moments moins bons? Oui, je prends le cas du Burkina, je dirais oui. Quand je donnais l'exemple, les chercheurs qui cherchent, on en trouve, les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Je crois que quand on regarde la dynamique du Burkina vers la fin des années 80, avec un peu la révolution et tout ça, la recherche a été vraiment mise en avant-garde. Parce qu'on s'est rendu compte que ça devrait nous permettre réellement de booster un tant soit peu le développement. Maintenant, il fallait que sur la table, il y ait de façon claire, on sente que vous faites des choses pour pouvoir rétablir cette confiance-là. Et je reprends encore, en fait, je place les approches du développement dans le contexte social encore. Ce n'est pas déconnecté, en fait, du contexte social dans sa globalité. Et c'est ce contexte social dans sa globalité qui a donné naissance à ces approches-là parce qu'on voyait le défi venir. Et si je repars encore là-bas, est basé sur les entretiens que je suis toujours en train de mener et avec, par exemple, un certain nombre de chercheurs qui ont vu les débuts de la recherche et comment ils étaient organisés pour résoudre les défis. Il y a eu des moments avec des programmes de la Banque mondiale dans les années fin 80, 90 et peut-être avant la fin des années 2000, où en réalité, les chercheurs planifiaient leurs activités selon les besoins du pays et ces activités qui étaient financées régulièrement. C'était pas comme maintenant, on a fait un appel par rapport à une thématique et on part postuler. Si ça marche, on a l'argent pour le faire. Tu planifies et donc, on te donne l'argent pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Je peux dire que, c'est pourquoi je dis, la question de la confiance, moi, je répète que ça a toujours été, c'était ponctuel, c'est des ponctualités. On ne peut pas parler en termes de période. De mon point de vue, il y a telle période là où on avait la confiance totale, c'est des confiances ponctuelles par rapport à des besoins spécifiques qui se construisent au quotidien ou de façon permanente.
je vois ça de cette manière-là, que de voir ça de façon périodique. Peut-être des années 80, la confiance était plus... Non, les années avancent, mais la confiance, c'est par rapport aux besoins du moment. Quand on arrive à résoudre le problème, on rétablit certaine confiance. Et c'est selon aussi, ça peut être une confiance régionale. Comme je le dis, une variété ou une innovation peut être très bien dans une localité et pas, ça ne répond pas aux besoins de l'autre côté. Et donc, il y a ça qui se pose. Et comme la question du moment, j'ai pu transformer mon produit avec l'accompagnement de la recherche, de ça par exemple. Et donc, je sais que je peux travailler avec ce chercheur-là pendant un long bout de temps. Et donc, c'est ce type de confiance selon les questionnements qui sont plus qu'on peut documenter. Mais on ne peut pas documenter en termes de période. Et je reviens encore sur la question du confiance en soi d'abord. La confiance en soi, la confiance en soi doit être une confiance qui implique la prise en compte de l'autre. En fait, parce que l'excès de confiance en soi va nuire à la confiance réciproque. Et donc, la confiance en soi doit tenir compte de l'autre, de l'apport de l'autre pour construire cette confiance-là. Et donc, pris comme ça, je reste convaincu que la confiance dans le domaine de la recherche en Afrique ou au Burkina, c'est vraiment il y a des initiatives qui sont venues, qui ont fait leur temps et qui restent ou qui perdurent. Il y en a d'autres, et donc ça pèse. Donc, quand l'autre est bon et l'autre n'est pas bon, ça pèse, ça se voit, ça équilibre, mais ça balance. C'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main. Alors, Pierre-Sylvie demande, en tant que sociologue de l'innovation, ce qui est rare en Afrique, suivez-vous la question de la vaccination contre le Covid au Burkina Faso, avec une comparaison avec ce qui se passe dans les pays européens? Oui, ça me ramène encore à la confiance dans le milieu même du chercheur. Parce que la question du Covid, c'est une question scientifique. Si on place ça dans le milieu scientifique, les points de vue sont complètement divergents. Parce qu'à un certain moment, tu te dis quand même, il y a des contextes où on ne devrait peut-être pas entendre parler de certains nombres de débats. On ne devrait pas peut-être dire la vaccination, des gens qui sont réfractaires, d'autres sont, la plupart du temps, les gens le font parce que c'est par obligation. C'est parce qu'ils font confiance que ça va vraiment résoudre le problème. Ça, c'est des questions. On a commencé une étude cette année, mais c'était plus par rapport à... On a commencé avec la dynamique pour voir... En fait, quand le COVID était en plein, on avait des dispositifs qui étaient mis en branle, un peu déposés partout dans les institutions de recherche ou d'enseignement ou dans les marchés. C'était en fait pour voir, est-ce que c'est la protection, c'est quand les médias font beaucoup de bruit que ça crée du branle pour que les gens prennent conscience de maintenir toujours je vais dire quoi, le dispositif en place, ou bien dès qu'on fait semblant comme de nos jours, il y a tellement d'événements qu'on oublie de parler de la COVID comme il y a 3-4 semaines de cela. On parle maintenant d'autre chose que de ça, tout le monde le sait. Est-ce que maintenant, ça fait que quand on va chez nous au Burkina, on a fait un atelier hier, il n'y avait pas de cache-nez, parce que d'habitude, il y a toujours des cache-nez à l'entrée pour que chacun se barricade avant de rentrer. Mais il n'y en avait pas. On ne s'est même pas posé la question. En fait, on ne sent plus la tension par rapport à ça. Et je dirais, la question du COVID dans le milieu académique, on avait, je veux dire, c'est comme, je disais, la pluridisciplinarité, la reconnaissance même que j'ai vis-à-vis de l'autre, de pouvoir apporter la solution là. La question se pose. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question sur cette découverte-là pour réellement résoudre le problème en tant que chercheur. Même moi, en tant que chercheur, je me pose cette question. Ça veut dire la confiance avec les pairs, les gens du même domaine, même si ce n'est pas de la même discipline, ça se pose.
Et donc, comment vous voulez que ceux qui ne sont pas du milieu, comment eux, ils vont voir, comment ils vont se situer? Puisque nous-mêmes, on n'a pas une harmonie de vision par rapport à ça. Et donc, on l'amène dans un contexte où les gens avaient un autre regard vis-à-vis de la science. Et d'abord, que vous ne vous entendez pas, comment ce monde va recevoir ça? Donc, je dirais plutôt qu'en tant que sociologue de l'innovation en lui-même a besoin d'abord de passer le cap. Je prends toujours Kaloun comme référence. Il y a l'aspect problématisation, il y a l'aspect enrôlement, il y a l'aspect intéressement, et on voit le processus de l'innovation jusqu'à Maintenant, pour le COVID, on peut essayer de voir où on le situe dans ce processus de chronologie tel que décrit par Kaloun de l'innovation en œuvre. Depuis sa problématisation à l'intéressement des acteurs, à l'enrôlement des acteurs, à la mise à l'échelle, comment ça se passe? Parce que des fois, on saute des étapes et donc on veut que l'innovation puisse perdurer dans les années à venir. Bon, je dirais que ce n'est pas possible. On peut même prédire sa survie si on voit que les étapes qui ont été escamotées. Et ça nous renvoie peut-être au coton BT. Ce n'était pas l'innovation BT en soi-même qui était problématique. C'est le contexte social, c'est la vision des gens, la prise en compte des différentes préoccupations qui jouent sur la survie de l'innovation. Merci beaucoup. Bon, on arrive au terme là, du temps imparti à cette conférence, donc on va le respecter. Moi, je retiendrai juste quelques mots. D'abord, l'importance de la confiance en soi, l'estime en soi pour les chercheurs. Et ça, si on l'a, en tant que chercheur, eh bien, ça implique qu'on prend en compte l'autre, donc qu'on ne soit pas défensif quand par hasard on est mis en cause, et puis qu'on écoute vraiment la position de l'autre. Le second point qui me paraît très important, c'est que voilà, ce qui est fait à une échelle locale, c'est important parce que tout n'est pas valable à toutes les échelles et que donc il faut vraiment travailler à l'échelle locale. La troisième chose, c'est que les chercheurs ont besoin de reconnaissance par leurs pairs, mais aussi beaucoup, reconnaissance en particulier par les politiques et les agriculteurs. Et ça, celle des agriculteurs, elle vient peut-être plus de leur attitude, tandis que celle des politiques, elle est peut-être plus difficile à transformer. Donc, ça conduit à l'idée, un des commentaires des participants, c'est qu'il faut non seulement éduquer, parce qu'on parle beaucoup, on dit qu'il faut éduquer les agriculteurs, mais aussi c'est vrai qu'il y a peu de gens avec une formation scientifique parmi les politiques, que ce soit au Burkina, mais en France, c'est la même chose, et que le manque de formation scientifique parmi les politiques est sûrement une des grandes difficultés et une des causes d'une certaine méfiance, probablement, entre la science et le politique. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup pour cette conférence. Tous les commentaires disent que c'était vraiment très bien. Donc, pour tout le monde, je dirais que nous allons continuer cette série de webinaires. D'abord, aux personnes qui sont déjà passées, elles vont écrire un chapitre qui sera parti d'un livre qu'on va faire. Donc, vous aurez un chapitre de la part d'Evelyne, d'Alioune Fall, de Louis-Marie Cagdeux, d'Emmanuel Ocalanine. N'hésitez pas à retourner sur le site du GEMDEV. Vous voyez, vous avez accès à leur présentation, à la fois papier et l'enregistrement. Et puis, on va continuer cette série webinaire. Donc maintenant, plus on a vos noms, plus on peut vous faire part des webinaires. Et puis, n'hésitez pas aussi à en faire part à ceux autour de vous, faire part de ces conférences autour de vous pour qu'elles puissent servir à d'autres. Merci beaucoup. Donc, on vous enverra un mail pour la prochaine conférence qui devrait avoir lieu d'ici 1 mois et demi. On n'a pas encore complètement fixé les choses, donc je ne peux pas vous dire la date ni qui, mais ça viendra d'ici 1 mois et demi. À très bientôt et merci encore Evelyne, vraiment pour cette conférence passionnante. Merci à tout le monde et à bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.